Donc d'abord, je me présente, je m'appelle donc Christine Dolo et je suis formatrice à l'ESP d'Aix-Marseille et enseignant-chercheur dans cette même SP à l'université, donc Aix-Marseille Université. Et donc quand j'ai eu cet appel au printemps de la recherche en SP, je me suis posé la question de savoir comment interpréter le titre de cet axe qui concerne l'analyse du lien entre la recherche et la formation et entre la recherche et le développement professionnel des enseignants. Et en fait, la question qui est venue, c'était justement, et c'est une question qui a été évoquée ce matin lors de la conférence, la question de savoir finalement comment des savoirs issus de la recherche, et notamment des savoirs issus de la recherche en didactique, parce que j'ai oublié de le préciser, une didacticienne, et une didacticienne des sciences économiques et sociales, comme peut le laisser penser le titre de ma communication. Et la question que je me suis posée, donc, c'est en effet comment ces savoirs issus de la recherche, et notamment de la recherche en didactique, peuvent donner des éléments qui vont servir à la professionnalisation des jeunes enseignants, des jeunes professeurs stagiaires et au développement professionnel de ces enseignants. Et donc, du coup, comment concevoir des dispositifs de formation qui permettent, en effet, de prendre en compte les résultats de ces recherches. Et cela dit, je trouve que ce lien, il va aussi dans l'autre sens, parce que évidemment, quand on forme de futurs enseignants, qu'on prend conscience des difficultés qu'ils rencontrent dans leur début dans le métier, on se rend compte aussi parfois que les dispositifs de formation et le travail qu'on fait avec eux vont nous donner des matériaux pour faire de nouvelles recherches et penser les choses peut-être parfois différemment, introduire de nouvelles méthodologies, de nouveaux cadres théoriques et puis aller encore plus loin dans la conception de ces dispositifs de formation. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait un dispositif de formation mis en place donc dans le cadre du parcours qui est le parcours sciences économiques et sociales de notre master donc métier de l'enseignement, d'éducation et de la formation à l'ESP d'Aix-Marseille, et de vous montrer comment finalement ce dispositif de formation a permis de mettre en évidence quelques éléments on va dire je ne veux pas être trop prétentieuse non plus, mais quelques éléments qui permettent de dire que la pratique des jeunes enseignants débutants peut bouger même au cours de l'année de formation et que parfois il se passe des choses grâce à ces dispositifs de formation. Alors, ce dispositif de formation, il est en deux temps. Alors là, je vais parler du dispositif de formation tel qu'il est conçu dans une unité d'enseignement, mais bien entendu, au-delà de cette unité d'enseignement, on travaille aussi avec les jeunes professeurs stagiaires et puis en amont avec les M1, donc les étudiants qui préparent le concours, sur des savoirs disciplinaires, bien sûr, sur les disciplines de référence de la discipline scolaire sciences économiques et sociales. Donc on travaille sur des séances de renforcement disciplinaire en sciences économiques, en sociologie, etc. On travaille aussi sur des savoirs épistémologiques, notamment l'épistémologie de la discipline scolaire sciences économiques et sociales, qui est une discipline un peu particulière, mais je ne vais pas avoir le temps de développer ça aujourd'hui. Et là, je vais donc vous parler de ce dispositif de formation-là, qui est un dispositif de formation didactique et d'analyse des pratiques professionnelles des enseignants et des jeunes enseignants, des professeurs stagiaires. Alors, ce dispositif, il est conçu en deux temps. D'abord, ce qu'on pourrait appeler des séances théoriques, c'est-à-dire des séances dans lesquelles on va travailler à l'aide notamment, bien sûr, d'articles scientifiques, etc. On va travailler des notions de didactique avec les professeurs stagiaires, comme la transposition didactique, le milieu, la dévolution, l'institutionnalisation, etc., etc. Enfin, toute une série, bien sûr, de concepts qui sont travaillés en didactique. À côté de ça, on travaille aussi, je vous le disais, sur des savoirs disciplinaires, des savoirs épistémologiques, etc. Et on va ensuite travailler à partir d'analyses de pratiques professionnelles. Donc, dans ce dispositif de formation, on va avoir des séances que j'ai qualifiées de théoriques, et puis des séances d'analyse des pratiques,
dans lesquels on va finalement essayer de voir dans quelle mesure on peut justement réinvestir un certain nombre des résultats de la recherche en prenant appui sur des exemples de pratiques de ces jeunes professeurs. Alors, en amont de ces séances d'analyse des pratiques professionnelles, il y a évidemment un déplacement sur le terrain pour relever les traces de l'activité de ces jeunes enseignants. Et donc, on réalise, enfin, quand je dis on, c'est je en principe, parce que dans le parcours, c'est un petit parcours et il n'y a qu'une enseignant-chercheur qui est moi-même. Et donc, du coup, je vais moi-même faire ce type d'enregistrement. Et ce sont donc des enregistrements en situation de classe ordinaire. Hein. Je vais dans la classe des professeurs stagiaires, je filme une séance de classe dans leur classe en responsabilité. Et donc, les situations observées, ce sont des situations qui concernent des pratiques effectives de classe, avec toutes les difficultés, bien sûr, auxquelles vont être confrontés tout enseignant débutant dans sa discipline. Depuis cette année, mais là, ça ne sera pas présenté ici, puisque les deux exemples que je vais vous donner, ce sont des exemples qui ont eu lieu, pas cette année évidemment, mais depuis cette année, justement, parce qu'il y a cet aller-retour constant entre la recherche et puis la formation. Depuis cette année, j'ai introduit, en plus dans le dispositif, des autoconfrontations simples avec les professeurs stagiaires, parce que je me suis rendu compte du fait que, justement, la parole et la réflexion sur leurs pratiques étaient plus simples pour eux, dans un premier temps, lorsqu'ils étaient confrontés uniquement à eux-mêmes et à moi, je dirais, plutôt que directement au collectif, parce que c'est vrai que c'est quand même un passage un petit peu compliqué, cette confrontation à un ensemble qui va finalement quand même porter un certain regard sur la pratique qu'on a pu avoir dans sa classe. Alors, ces séances d'analyse de pratique, donc, où on confronte l'ensemble du groupe des professeurs stagiaires à des extraits vidéo portant sur la séquence qui a été menée par l'un ou l'une d'entre eux. Dans ces séquences, en fait, le professeur stagiaire qui a été filmé commence par présenter quels étaient ses objectifs, quels étaient ses choix didactiques pour cette séance, une espèce d'analyse a priori également des savoirs en jeu dans le cadre de la séquence qui a été filmée. Ensuite, on fait, c'est un dispositif assez classique, hein, on projette un montage. Ce montage a été décidé à la fois par le professeur stagiaire et le formateur qui mène la séance, c'est-à-dire les extraits projetés sont l'objet d'un choix des deux protagonistes en question. Et on arrête la projection à chaque fois que l'un ou l'autre a quelque chose à dire sur ce qui se passe dans ce qu'il voit. Donc le stagiaire qui a été filmé est incité bien sûr à proposer une analyse plutôt d'ordre didactique en général, même si on sait très bien qu'il y a d'autres éléments du métier qui vont intervenir. Et les autres stagiaires également sont amenés eux-mêmes à mener une analyse didactique. On a travaillé en amont sur qu'est-ce que ça voulait dire avoir une analyse didactique d'une séquence d'enseignement. Et ensuite, le formateur lui-même livre également sa propre analyse de ce qui a pu se passer dans la séquence qui a été vue. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est en fait deux... je ne vais pas vous présenter des extraits vidéo, bien entendu, mais je vais vous présenter deux séances qui ont été travaillées dans ce type d'analyse des pratiques. Une qui a été filmée en septembre, très peu de temps après la rentrée. Et dans le cadre de la séance collective, on a soulevé un certain nombre de points ensemble. Et ensuite, je vais vous présenter des éléments d'une séance qui a été filmée au mois de janvier, et pour voir comment, sur les différents points qui ont été travaillés collectivement lors de la première séance collective, il y a des choses qui ont pu changer, qui ont été prises en compte et analysées par les professeurs stagiaires. Alors, les professeurs, ce sont deux jeunes professeurs stagiaires qui débutent, qui avaient chacun une classe, ou plusieurs, mais une classe de seconde en responsabilité, dans des lycées d'enseignement général, un à Marseille, l'autre à Aix-en-Provence. Pardon. Thibaut a été filmé donc très peu de temps après la rentrée scolaire, et il entamait un chapitre sur la production économique, évidemment, puisqu'on est en sciences économiques et sociales. Et Charlotte, elle, a été filmée en janvier et elle entamait un chapitre sur l'emploi.
Ces deux professeurs stagiaires donc, ont été filmés au moment où ils entraient avec leurs élèves dans un nouveau chapitre. Et chacun ont proposé la même tâche, c'est-à-dire qu'il s'agissait de classer des propositions dans deux catégories distinctes. Pour Thibaut, qui travaille sur la production, il fallait dire si on avait affaire à un bien ou un service. Et pour Charlotte, dans le cadre de son cours sur l'emploi, il fallait dire si la personne citée était active ou inactive. Et l'objectif, c'était de déterminer finalement les critères conventionnels qui conduisent les économistes à définir certains concepts. Alors, donc, les questions qui ont été posées par Thibaut, notamment, c'était qu'est-ce que c'est que la production, au sens économique du terme ? Quels sont les critères qui vont permettre de distinguer les biens et les services ? Et pour Charlotte, même type de question, mais qu'est-ce que c'est que l'activité au sens économique du terme, qu'est-ce que c'est que la population active et quels sont les critères qui vont permettre de distinguer les actifs des inactifs. Et ce sont des questions très importantes qu'on avait travaillées dans le cadre des savoirs disciplinaires parce que, bien sûr, en sciences économiques, la plus élémentaire des données statistiques va reposer sur des définitions et sur des conventions dont il faut évidemment comprendre la logique. Et les élèves ne peuvent pas rentrer dans cette logique si simplement on leur balance une définition de la production au sens économique ou de l'activité au sens économique. Alors, quand Thibaut a été filmé, on a soulevé 4 points par rapport au travail qu'on a fait avec le groupe sur sa séance. Un point concernant la longueur de l'introduction et la pertinence de la remobilisation des savoirs des élèves, je ne vais pas m'attarder parce que je n'aurai pas le temps. De toute façon, je ne vais pas le traiter ici. La rigueur du vocabulaire utilisé par les élèves et le fait que l'enseignant corrige ou non, donc l'espèce de dichotomie savant-non savant. Le statut de l'enseignant dans la classe, c'est un terme qui ne me convient pas trop, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres. Et en gros, l'idée, c'est comment on passe de « je pense que » à « l'économiste pense que », et la pertinence des exemples qui sont illustratifs d'un concept économique. On a donc travaillé sur ces 4 points en essayant de remobiliser justement des connaissances didactiques ou d'épistémologie de la discipline qu'on avait travaillé ensemble en début d'année. Et ensuite, donc... voilà, et ensuite, j'ai continué mes films, etc., etc. Alors, que s'est-il passé ? En fait, pourquoi on a soulevé ces 4 points ? Et donc, les 2 derniers sur lesquels je vais m'arrêter. Quand Thibaut a fait sa séance, tout au long de la séance, il a utilisé l'expression « moi, je suis d'accord avec ça »,« moi, je pense que… oui, je pense que vous avez raison ». Donc là, par exemple, il y avait le concert de musique. Est-ce que le concert de musique, c'est un bien ou un service ? Bon, tout le monde était d'accord pour dire que c'est un service et il disait « moi aussi, je suis d'accord avec ça ». A priori, vous me dites que les biens, on va mettre les choses qui sont du matériel. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui, je pense plutôt tendance à penser que c'est un service, etc. Or, quand on avait travaillé avec les professeurs stagiaires en amont, on avait beaucoup travaillé sur un modèle épistémologique implicite des élèves qui est que finalement, en sciences économiques et sociales, je vais trop vite, en sciences économiques et sociales, finalement, c'est plutôt une affaire d'opinion, ce qui se passe dans les débats qui existent dans cette discipline scolaire. Bon, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, mais finalement, les disciplines de référence de cette discipline scolaire ne sont pas véritablement des disciplines scientifiques. Et ça, c'est un modèle épistémologique qui est très fort chez les élèves. Et évidemment, quand on a tendance à dire moi, je suis d'accord avec ça, ou moi, j'ai tendance à penser ça, évidemment, on peut laisser penser aux élèves que les concepts et les conventions qui sont à l'origine des définitions économiques qui sont données, finalement, elles sont affaires d'opinion, ce qui n'est évidemment pas le cas. Est-ce qu'on peut discuter la classification économique que font les économistes entre biens et services ou entre actifs et inactifs ? Ou est-ce qu'il y a des critères scientifiques qui permettent effectivement de faire cette distinction ? Donc ça, c'est une première chose qui a été discutée. Et Thibaut, effectivement, lui, c'était au mois de septembre, il était, pour le coup, débutant. Il est un petit peu tombé, on va dire, dans ce panneau-là. Alors, que se passe-t-il ensuite au mois de janvier avec Charlotte ? Charlotte, d'emblée, alors pour le coup, elle en rajoute beaucoup, des couches, mais elle va insister systématiquement sur le fait qu'on va chercher la définition économique, la définition qui est donnée par la science économique de la population active. Elle prend des exemples dans la tâche qu'elle donne aux élèves, comme Thibaut sur la production. Elle donne des individus et elle leur dit qu'il faut classer entre actifs et inactifs. Elle commence par un exemple très simple de manière à ce que
les élèves rentrent dans la tâche pour bien comprendre ce qu'on attend d'eux. Et donc, forcément, un ouvrier dans une usine Ford, tous les élèves vont dire qu'il va être classé parmi les actifs. Et elle va dire, oui, c'est bon, d'accord, l'économiste, il est d'accord, il va le classer dans les actifs. Et donc, elle va comme ça, progressivement, remplir son tableau en donnant à chaque fois la réponse de l'économiste, sans parler des critères qui ont conduit à cette classification, mais en chaque fois donnant bien le fait que l'économiste, lui, il faisait cette classification-là. Deuxième point donc, sur lequel je voulais insister, c'était sur la pertinence des exemples illustratifs pour l'avancée des savoirs dans le cours. Thibault, en fait, va s'empêtrer malencontreusement dans un exemple. Il s'agit donc, je vous rappelle, de classer des produits d'une entreprise soit en biens, soit en services. Et il va prendre comme exemple le repas à emporter, qui est un exemple très difficile, en fait, parce qu'effectivement, le critère matériel, non matériel, c'est compliqué. Et de fait, il va, pendant 20 minutes, galérer comme un pauvre malheureux sur cet exemple-là et s'enfoncer toujours davantage. Et en fait, du coup, le savoir n'avance pas parce que les élèves ne savent plus très bien où ils en sont. Il leur dit, alors vous me dites que c'est matériel. Oui, je suis assez d'accord. Et un service, donc, c'est immatériel. Donc là, quand on consomme un service, on n'a rien de matériel. Donc, du coup, le repas à emporter, est-ce que c'est matériel ou pas ? Les élèves disent oui, c'est matériel. On part avec, ouais, c'est matériel, bon, d'accord. Bon, ok, on va le classer dans les biens. Donc, il enlève au tableau, ça avait été mis dans la colonne des services, il l'enlève et il le remet dans la colonne des biens. C'est un service au sens économique, mais je ne vais pas rentrer dans la définition. Et au lieu de passer à autre chose et de faire avancer et de se sortir de cet exemple extrêmement compliqué pour lui, il réinsiste en disant « Et alors, le repas au restaurant, c'est quoi ?» Et les élèves disent « Ah c'est plutôt un service. » Oui, alors pourquoi ? Parce qu'il y a des serveurs. Oui, bon, voilà. Mais alors, pourquoi un repas au restaurant, ça serait immatériel et un repas à emporter, ce serait matériel. Et alors, les élèves disent, on ne repart pas avec, mais il y en a qui disent, si, des fois on repart avec quand même, oui, on peut repartir avec, etc. Il dit, oui, d'ailleurs, si vous n'avez pas fini votre pizza, on peut vous donner un carton, etc., etc. Et ça dure comme ça pendant des minutes et des minutes, où finalement, les élèves vont sortir de cette expérience en ne sachant pas vraiment comment on va classer un bien ou un service, ni comment on va classer un repas au restaurant ou un repas à emporter. Charlotte, qu'a-t-elle fait ? Eh bien, elle a choisi des exemples pour lesquels, à la fois, il allait y avoir débat du point de vue des élèves, c'est-à-dire que tous les élèves n'allaient pas être d'accord sur la façon de classer et il y allait avoir vraiment une réflexion possible sur la question de savoir quels sont les critères qui ont conduit les économistes à faire cette classification-là, mais elle a choisi, en plus de ça, des exemples pour lesquels, du point de vue économique, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et les critères choisis par les économistes permettaient effectivement de classer très clairement les individus choisis dans les catégories. Donc non seulement elle a choisi des exemples pertinents, mais en plus, elle a permis qu'il y ait débat et discussion entre les élèves sur leur conception initiale et qu'ils soient amenés à réfléchir sur la question de savoir pourquoi on allait classer dans telle ou telle catégorie. Et à chaque fois, donc, elle organisait des petits débats sur ces exemples, en notant chaque fois au tableau les exemples à problème, mais en donnant à chaque fois la réponse de l'économiste pour montrer ensuite qu'il fallait réfléchir sur maintenant qu'on sait comment c'est classé, quels sont les critères qui ont conduit. Il me reste 1 minute. Et donc, je vous dis juste les trois exemples qu'elle a choisis. C'est l'exemple de l'homme ou de la femme au foyer, et qui était un exemple intéressant parce que le débat portait sur la notion d'activité au sens courant du terme, avec des élèves qui disaient oui, une femme au foyer, ça fait tourner la maison, elle bouge en quelque sorte, elle s'agite, elle fait des choses, mais évidemment, ce n'est pas un travail au sens économique. Elle avait choisi aussi l'exemple du retraité, avec un débat très intéressant entre les élèves sur le fait que pour certains, le fait qu'ils soient rémunérés et que cette rémunération soit liée à un travail qu'ils avaient eu auparavant, on ne voyait pas pourquoi ils ne seraient pas actifs. Certes, ils ne travaillaient plus, mais malgré tout, ils avaient été en activité. C'était compliqué pour eux. Et le chômeur, évidemment, qui est une catégorie sur laquelle il y a souvent débat. Et là aussi,
le débat portait sur cette question de la rémunération de l'activité, etc. Voilà. Et donc, je conclus. Et pour dire que je suis allée très vite, mais il s'avère que du point de vue des stagiaires, en tout cas, c'est un dispositif qui s'avère efficace. Alors, on parlait ce matin dans mon atelier de la lourdeur de ce type de dispositif qui est mis en place, parce que on va filmer, on fait des autoconfrontations, on fait des montages, on choisit, etc. Et puis là, cette année, par exemple, j'ai des stagiaires qui me disent « Mais Christine, j'aimerais bien que tu reviennes, parce que maintenant, il y a des trucs que j'ai compris. Et puis, quand on se voit... » Parce qu'on parlait aussi ce matin des praticiens réflexifs, et on ne peut pas être un praticien réflexif. Mais par contre, quand effectivement on se voit à la télé, là on peut réfléchir à un certain nombre de choses, etc. Et ils disent, ça serait bien qu'on recommence. Et voilà. Et puis dans les entretiens que j'avais eus en fin d'année avec eux, ils revenaient sur tous ces exemples et sur tout ce qu'on avait travaillé en disant, oui, ça nous a permis d'avancer parce que ça, on s'en est rappelé et on n'a pas fait ça la fois d'après. Je m'arrête.